Bon, chers témoins, mesdames, messieurs, monsieur le procureur de la République, impartial, juste, mais sévère. Monsieur maître, jeune maître, bonjour. Je déclare donc ouverte la première session ordinaire du tribunal des flagrants défis, avec beaucoup d'émotion, parce que comme je n'ai pas fait d'études de droit, comme je n'ai aucune légitimité dans le domaine, je vais quand même pouvoir me défouler sur un accusé et même condamner, le déclarer coupable. En fait. Donc voilà, tout le monde devrait pouvoir faire ça au moins une fois dans sa vie. Ça apporte beaucoup de plaisir. Donc l'accusé, je vous le rappelle, pour ceux qui ont raté l'introduction en plénière, l'accusé c'est l'OGD, pour organisme de gestion de la destination, et non pas comme le suggère Wikipédia, l'Observatoire géopolitique des drogues. Bien que, on va en discuter quand on les voit. Ouais. Donc l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, on se demande si les décideurs de campagnes de promotion internationale ne sont pas sous cocaïne lorsqu'ils sortent leur carnet de chèques pour des campagnes hasardeuses auprès des clientèles indiennes ou brésiliennes. Car donc, vous l'aurez compris, l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'affaire de la promotion internationale. Les organismes de tourisme... Non mais que font les huissiers quoi? Il y a des gens qui rentrent dans cette cour, dans ce tribunal, comme si c'était une salle de conférence. Enfin, c'est incroyable quand même. En fait, oui, vous pouvez y aller, on va attendre un peu. Merci. Merci beaucoup. Donc l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, disais-je, est l'affaire de la promotion internationale. Les organismes de tourisme sont présumés coupables d'avoir menti sur leurs véritables intentions. Depuis des années, certains d'entre eux, et notamment les comités régionaux du tourisme, c'est là que ça se passe quand même, courent le vaste monde pour aller vanter les charmes de nos destinations aux clientèles étrangères, avec un récent engouement pour l'Asie et bien sûr la Chine, qui fut, jusqu'à ce funeste mois de décembre 2019, considéré comme le nouvel Eldorado. En fait, deux questions se sont posées à l'instruction. Instruction d'une affaire délicate. La question d'abord de l'utilité de la promotion internationale et ensuite la question de l'impact de la promotion internationale. Si les témoins peuvent éteindre leur téléphone, s'il vous plaît. Je crois qu'on ne va pas s'en sortir. Maître Résident, il y a des moyens un peu de faire tenir un tribunal tranquille. Il faut crier fort. Bon, ok, il faut que je fasse... Obligé de répondre. Donc, je vais tenter d'illustrer mon propos par égard aux deux témoins ici présents. Donc, la question de l'utilité de la promotion internationale, tout d'abord. Sans promotion internationale opérée par les organismes institutionnels du tourisme, les visiteurs internationaux seraient-ils quand même venus en France? Si on compare à d'autres pays, par exemple l'Afrique, Guinée-Bissau par exemple, sans aucune promotion à l'international, ils ont nombre de visiteurs chinois qui s'intéressent aussi à leurs ressources naturelles. Et pourtant, pas un salon en Pékin, rien. Et ça marche quand même, beaucoup de visiteurs chinois. L'autre point révélé par l'enquête concerne l'impact de la promotion internationale sur l'environnement, à un moment où on doit un tout petit peu s'interroger sur les effets climatiques. Il apparaîtrait, mais Sophie Lacour tout à l'heure nous a appris que ce n'était pas si grave que ça, que l'avion est polluant et qu'il faut raccourcir ses déplacements. Et donc, aller titiller l'Australien ou le Néo-Zélandais pour qu'ils viennent se bronzer sur la rivière française ne semble pas très en phase avec la sagesse climatique. Mais il va falloir que nous soyons éclairés dans cette séance sur les bienfaits de la promotion internationale, parce qu'il y en a. Il ne faut pas minimiser l'impact économique de cette affaire. Nombreuses sont les entreprises touristiques qui vivent de cette manne exceptionnelle qu'est l'Américain amateur de médoc ou le Moscovite adepte du ski dans les Trois-Vallées. Ces professionnels, dans l'hôtellerie ou le commerce de luxe, n'ont Dieu que pour le voyageur international sévèrement burné en carte American Express. Il est le fan du tourisme, l'étoile dans les yeux du directeur 5 étoiles, le pain béni des enseignes de luxe. Bref, pour ces professionnels, le touriste chinois, c'est l'Eldorado, je l'ai dit. Le milliardaire russe, c'est le Pérou. Le jet-setter brésilien, c'est l'Amérique. Le riche indien, c'est le Nirvana. Les élus ont longtemps prié pour le tourisme international. Rappelez-vous 2014. C'est l'année où fut lancé ce grand projet visionnaire pour la France, accueillir 100 millions de touristes internationaux en 2020. C'était visionnaire, puisqu'en 2020, on a fait 35 millions.
Mais on aurait pu faire mieux. Visionnaire encore, l'analyse récente, on en reparlera beaucoup ce matin, du docteur Cromer, Guillaume, qui, sur l'excellent blog itourisme.info, démontrait que pour rester dans les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il faudrait, à l'horizon 2030, se limiter à l'accueil de 30 millions de visiteurs internationaux en France, si on voulait rester dans cette limite-là. Il faut donc maintenant, après cette courte introduction, que le tribunal des flagrants défis entende, dans un premier temps, et ensuite délibère, après un réquisitoire qui sera cruel et une plaidoirie qui sera brillante, sur le fait du jour, l'accusé OGD a-t-il fauté en multipliant les opérations de promotion internationale? A-t-il trahi la patrie en abandonnant le patrimoine national à des hordes de touristes affamés? C'est la question que l'on va se poser. Et donc, pour répondre, nous avons deux témoins que nous allons interroger de suite. Donc, j'appelle à la barre le premier témoin, citoyen Pinard, si vous voulez décliner nom, prénom, identité. Jean Pinard, auvergnat, mais qui travaille en Occitanie. D'accord. Est-ce que donc, vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité? La main droite, hein, c'est ça. Hein. Je jure tout ce que vous voulez. D'accord. Alors, du coup, au directeur du comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie, on sent déjà qu'il y a eu un virage de prix, puisque on fait plutôt dans le tourisme, on est plutôt dans l'excursion de proximité, dans le petit amusement, finalement. Tout à fait, Président. Vous m'entendez sans micro, hein, Ah, il y a... Vous enregistrez ce que je dis? Ah. Bon, alors, je vous explique, Président. Avant, on faisait tous les salons de Maison de la France, tous sans exception. On allait à Pékin, on allait à Sydney, on a même fait le salon de l'Atlantide, mais ça c'était avant le réchauffement climatique, parce que bon, avec la montée des eaux, on ne peut plus le faire aujourd'hui. Et on s'est rendu compte que quand les équipes revenaient de ces salons, on avait un problème. Des gros problèmes gastriques en fait. Hein. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais parce que toutes les soirées de l'ambassadeur organisées par Maison de la France étaient des Frérots Roche d'Or. Et là, on a gueulé auprès de Maison de la France en disant attendez, les gens rentrent malades, ça fait des congés maladie, c'est pas bon pour la Sécu. Ils disent ok, on change tout. Donc on a renvoyé les équipes, ils reviennent malades. Ils ont mis des mon chéri à la place. Et ça n'allait pas. Donc là, ça a vraiment gueulé au sein du CRT. Le CSE s'en est mêlé, le délégué syndical s'en est mêlé, la médecine du travail est venue. Et on a dit à Maison de la France, il faut changer ça. Enfin, mettez des apéricubes, enfin, des trucs simples, toi. Et ils ont rien voulu savoir. Donc il y a eu une grève au sein du CRT avec des manifs, ras-le-bol des mon chéri, on veut de la vache qui rit, enfin, toi, des trucs un peu comme ça. Là. Et du coup, on a arrêté. On a arrêté et on s'est expliqué avec Maison de la France et tout. Et puis un jour, j'étais au bureau et il y a un stagiaire, Paul Ludovic, qui rentre au bureau. Il me dit « Hey John, j'ai une idée ». Enfin, je m'appelle John en fait, en vrai John Wine, hein, c'est mon nom au sein du CRT Occitanie. Et il me dit « John, j'ai une idée, pourquoi vous allez chercher des gens à l'autre bout du monde alors qu'on a des gens juste à côté qui partent jamais en vacances, qui ne connaissent pas l'Occitanie, donc on pourrait peut-être les mobiliser ». Je dis « Et Momo, t'arrêtes, hein, parce qu'en fait son vrai nom c'est Mohamed, mais depuis qu'il s'est Zemmour au deuxième tour, là, il s'est appelé Paul Ludovic. Alors on lui a demandé, je lui dis mais pourquoi tu t'appelles Paul Ludovic? Il me dit ah parce que mon maître à penser c'est Paul Arsenal, parce que Momo il parle le vrai français. Un seul Paul ça fait Paul Arsenal, parce qu'il faudrait deux Paul pour faire le Paul Arsenal. Hein. Il parle mieux que Zemmour le français. Et je lui dis, tu es un peu con quand même, prendre Paul Arsenal comme modèle, avec son accent, ça passera jamais avec la police de Zemmour. Mais il me dit, ah mais quand même, c'est mon modèle. Bon. Et le deuxième, il me dit Ludovic, il me dit, ah, parce que je voudrais organiser des conférences, soit des trucs avec des hôtesses, du champagne, des soirées avec des SK, enfin c'est son truc. Donc il a pris comme nom Paul Ludovic. Et je lui dis, mais, enfin bon, Polo, t'es gentil, mais bon, tu sors d'où ces idées? Enfin toi, c'est un peu brutal quand même comme proposition. Il me dit, ah ben moi j'ai lu ça sur le réseau Veille Info là, du Canada, du Québec. Là, ils mettent des trucs sur le tourisme de proximité. Merci Paul hein, de mettre des trucs comme ça. Je dis mais pourquoi pas le blog e-tourisme pendant que tu y es, Polo? Il me dit bah, ouais, j'ai lu un truc. C'est Vincent Garnier, là, il écrit dans le blog e-tourisme, il parle de littérature. Vincent. Oh j'ai lu ces machins sur Nicolas Bouvier, sur Sylvain Tesson. Je sais pas, il est pas là Vincent là enfin, vraiment, on va fabriquer des Che Guevara avec des trucs comme ça. Et pendant que je leur mettais en place, parce que bon, tu vois,
les stagiaires, c'est bien gentil, mais il faut les remettre en place, hein, Monsieur le Président, de temps en peu- temps, un là, peu quand, normal, un peu quand il normal. déconne comme ça, là. Et tout d'un coup, il y a la deuxième stagiaire qui rentre, Greta, qui me dit et John, j'ai des idées, moi aussi, je suis plutôt d'accord avec Polo. Alors, Greta, je vous explique, pardon, Monsieur le Président, excusez-moi. Hein. Elle était stagiaire chez Guillaume Cromer avant. Alors, elle, c'est pas des montchéris qu'elle bouffait, hein, c'était du boulgour, du tofu, elle est arrivée, elle n'en pouvait plus. Elle nous dit, voilà, moi, des graines de chia, enfin bon. Elle nous dit, moi, j'ai lu le bouquin, là, La France, première destination mondiale, 100 millions de visiteurs, d'ailleurs, vous l'avez tout à l'heure. Il se foutrait pas un peu de notre gueule, là, celui qui a écrit ça, là, parce que bon, en même temps, il veut faire du tourisme durable et tout, là. Donc, je dis, bah, Greta, ok, t'es gentil, mais si on fait plus venir les clientèles étrangères, on les remplace par quoi? Parce que c'est la théorie du grand remplacement. Elle me dit, ben, on pourrait les remplacer, voilà, par des habitants, par des locaux. D'ailleurs, le truc qu'on devrait faire, c'est aller bosser les comités d'entreprise. Donc, je dis, bah, écoute, Banco, on y va, et on est allé voir le plus gros, Airbus. Et puis j'ai laissé Greta donc expliquer sa théorie au président du CEO d'Airbus. Alors elle a dit non mais maintenant il faut penser local. Hein, je sais pas où sorti ça. Elle leur a dit faut miser sur l'accueillance. Je me demande si elle n'a pas été stagiaire en Alsace avant elle. Et alors vous auriez vu la tête du CEO d'Airbus quand il lui a dit les avions c'est fini. On aurait dit qu'il avait bouffé 3 boîtes de mon chéri. Hein. Bon. Et bon on est ressorti. Depuis moi j'ai titularisé Polo et Greta et puis voilà on cartonne avec la clientèle de proximité. On a fait des billets de train à 1 euro, des cartes oxygène, ça marche super bien. Seul problème qui reste, c'est que voilà, nos soirées de l'ambassadeur, nos drink parties, on les fait à Castelnaudary parce que c'est le truc à la limite du Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées. Et alors on fait ça au Fitou et au Cassoulet. Cassoulet, question gastrique, c'est un peu entre le Mont-Chéri et la Féroche d'Or, mais on s'en tire pas si mal. Voilà où on en est aujourd'hui, tout ça à la faute de stagiaires, Monsieur le Président. Alors, merci Jean Pinard. Il y a quand même l'instruction qui a révélé qu'en 2020, donc c'est pas si vieux, le 22 avril 2020, sur les réseaux sociaux, vous éditiez un article Stop au plan Marchot. Toujours cette histoire d'orthographe et de singulier pluriel. Hein. Stop au plan Marchot, donc qui remettait en cause les opérations de promotion dans le métro parisien. Et là, vous affirmiez, on sait que cet été, il y aura 2 fois moins de touristes, donc est-ce que c'est la peine de faire de la promotion? Or, bah ça c'est en avril, on a vu que la saison de 2020 était plutôt bonne, notamment dans des régions comme l'Occitanie, où est-ce que c'est pas parce que les départements ont fait justement de la promotion que ça a permis de remplir les hébergements? C'est un peu ça, mais je n'ose pas trop le dire. Nous, on n'avait plus de pognon. Ah oui, pardon. On n'avait plus de pognon, on n'avait plus un radis, donc on a dit au département, bah allez-y, faites la promotion. Et bah ouais, ça a plutôt bien marché. Et on a essayé en 2021, ça a marché encore. 2022, je sais pas s'ils vont pas voir qu'on triche un petit peu quand même, non, mais c'est vrai qu'il y a eu plutôt une bonne saison, mais en même temps, à quoi ça sert? Mais Paul Arsenal l'a encore rappelé ce matin, à quoi ça sert de parler de l'Occitanie ou de faire de la pub pour parler de l'Occitanie à Paris quand on sait que 2 tiers de la consommation elle est locale. Donc on s'est dit, et si finalement on misait sur une croissance de ce qui pèse déjà 35% de la consommation. Voilà, heureusement qu'il y a eu Momo pour nous le dire, hein, parce que sinon on n'aurait jamais trouvé nous. Ouais, on se rend compte que ça marche pas si mal. Niveau élu, qui avait l'habitude de voyager et d'aller aux soirées Montchéri? Ouais, alors oui, c'est vrai que ça a coincé un petit peu, parce qu'au début, ouais, quand même, eux, ils étaient... Parce que dans les Montchéri, quand même, non, mais on rigole des Montchéri, mais je ne sais pas si vous avez déjà goûté, Monsieur le Président, on croque, puis tout d'un coup, une petite liqueur de cerise. Et ils aimaient bien ça, les élus, quand même, les petites liqueurs de cerise. En cassoulet, c'est pas pareil. Hein. J'avoue que, voilà, surtout le cassoulet halal, parce que bon, avec Momo, on est obligé de faire du cassoulet halal. Mais bon, non, ils ont accepté parce que ils avaient peur quand même d'être dans le canard enchaîné le mercredi, donc ils ont dit bah finalement, ça va être ta raison, on va faire ça. Ça s'est plutôt bien passé avec eux. D'accord. Bon, eh bien, je vais appeler... Non, je vais dans un premier temps demander à monsieur le procureur s'il a quelques petites choses à demander à ce premier témoin. Non, Monsieur le Président, je réserve mes arguments. Ils seront importants. Je souhaiterais entendre le deuxième témoin. Nous vous remercions. Soyons précis et rigoureux jusqu'au bout. Nous aurons des chiffres. Alors, maître, je vous laisse l'accuser. Il est à vous. Enfin, le témoin. C'est ça, c'est lui, c'est un témoin, c'est ça. Non, c'est mon premier. Vous allez voir demain après-midi, ça va être... Monsieur le Président, je vous remercie pour le passage de parole.
Je note la confusion des genres dans votre propos qui m'inquiète quant à l'objectivité du verdict qui sera rendu tout à l'heure. Nous ne sommes pas dans une foire, cher Monsieur le Président, nous sommes ici devant un tribunal. La justice ne se galvaude pas, c'est un élément central de la vie de la République et je crois que le témoignage de John Wine, a été, je vous en prie, mon cher John, a été particulièrement touchant. J'ai deux questions à poser à John Wine, dont il a dit d'ailleurs qu'il était auvergnat en Occitanie, mais si mes souvenirs et mes informations sont bonnes, c'est un franc-comtois devenu auvergnat et qui aujourd'hui est occitan. D'abord, cette schizophrénie, n'est-elle pas trop difficile à vivre? Et c'est tout à fait ce qu'on retrouve dans la promotion de la France à l'international. Vous avez 3 identités. Lorsque vous voyagez, John Wine, à l'étranger, qui représentez-vous? La Franche-Comté? Votre Franche-Comté natale? L'Auvergne? Nouveau Monde, que vous vendiez il y a déjà presque une décennie? Un slogan en avant sur son temps? Vous avez vu? Dont on peut rappeler qu'il a fait un triomphe auprès d'un certain... écoutez, laissez-moi parler, Monsieur le Président. Vous savez que nous sommes dans une enceinte d'un tribunal qui donne la parole à celles et ceux qui veulent la prendre. Et moi, je représente ici l'écoute. Et c'est vous qui m'interrompez, Monsieur le Président. Donc, qui représentez-vous, John Wine? La Franche-Comté, l'Auvergne, ou alors cette Occitanie qui est tellement multiple qu'on n'y comprend rien dans son identité? Alors, vous avez raison de souligner cette schizophrénie et ces difficultés. Moi, si ça tenait qu'à moi, les soirées de l'ambassadeur, on les ferait à la Cancoyote. Mais à la Cancoyote chaude, hein, la vraie sur les... Je crois qu'on avance dans le sens de la vérité. Voilà. Et parce que quand même, s'il y a quelque chose à promouvoir, c'est quand même bien la Cancoyote. Moi, j'ai milité beaucoup sur le Front de libération de la Franche-Comté. Et je vous avoue que voilà, quand on lançait les points de Cancoyote sur les flics, c'était quand même autre chose. Hein, la Cancoyote de Besançon ou celle du Haut-Doubs? Celle de Franche-Comté, parce que j'ai appris qu'on en faisait en Moselle maintenant, c'est devenu n'importe quoi. Mais voilà, moi je suis quand même franc-comtois dans l'âme, donc je milite pour des soirées de l'ambassadeur Alain Cancoyote. Je vous avoue que voilà, nos soirées Fitou Cassoulet, c'est pas si mal que ça quand même. Hein. Je suis plutôt fan aujourd'hui de cette diversité d'offres culinaires et de produits régionaux de l'Occitanie. Je rappelle que c'est la première région européenne en termes de produits de qualité. Mais pour être vraiment franc, et puisque j'ai juré de dire la vérité, oui, c'est la Cancoyote et les soirées Cancoyote qui m'animent. Toute petite précision, cette Cancoyote peut-elle attirer, selon vous, les habitants de très grande proximité de la région Occitanie? Et comment faites-vous, puisque vous avez parlé de grands remplacements, pour remplacer les Chinois dont on sait qu'ils sont tout à fait consommateurs de cette Cancoyote? Et comment faites-vous pour vendre cette Cancoyote aux habitants d'Occitanie? Alors ça dépend s'ils aiment l'ail, hein, parce qu'il y a la Cancoyote à l'ail. C'est quand même, voilà, il faut aimer, hein, et on s'est rendu compte que les clientèles asiatiques n'étaient pas très portées sur l'ail, donc c'est aussi ce qui nous a motivés à stopper nos interventions sur les marchés asiatiques. Bien, merci Monsieur le Président, je crois que j'ai obtenu les réponses que je souhaitais avoir. Je pense que ça a beaucoup éclairé les jurés et le tribunal. Merci beaucoup. Alors j'appelle à la barre maintenant un deuxième témoin, citoyen Thibault Loubert, si vous voulez bien vous identifier. Bonjour, Thibault Loubert, né le 5 juin 1988 et actuellement responsable marketing à Val Thorens. Donc vous jurez de dire à peu près toute la vérité? Je le jure. D'accord. Alors Val Thorens, de multiples ski awards, des avions de Russes, de Chinois, de Britanniques qui se déversent chaque année sur les pistes de la station des Trois-Vallées. S'il n'y a plus d'étrangers, il n'y a plus Val Thorens. Donc du coup, vous allez être un peu tout seul responsable du dérèglement climatique et de l'abandon de nos richesses naturelles aux puissances étrangères.
Oui, alors vous savez, moi aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise promotion. Moi, si je devais résumer notre promotion aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord une volonté de faire venir des skieurs dans les Alpes, des skieurs qui nous ont tendu le bâton, peut-être à un moment où on n'avait pas la possibilité d'ouvrir des remontées mécaniques, où nous étions seuls dans nos 100 km. Et c'est assez curieux de se dire aujourd'hui que les hasards, les rencontres forgent une destination, parce que quand on a le goût du ski, quand on a le goût de la piste bien damée, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur en face, et je dirais qu'on ne trouve pas l'opération de communication qui vous aide à avancer. Alors, ce n'est pas notre cas, à nous, comme je vous le disais, puisque nous, au contraire, nous avons pu, et nous disons merci aux voyageurs. Nous leur disons merci, nous chantons le ski, nous dansons le ski. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « mais comment fais-tu pour faire venir ces skieurs ?» Eh bien, je leur réponds très simplement, je leur dis que c'est ce goût des clients, ce goût qui nous a poussé aujourd'hui à entreprendre une promotion à l'international. Mais demain, qui sait, peut-être simplement nous nous mettrons au service de notre communauté et de nos voyageurs. D'accord. Mais bravo pour cette... bravo. Pas lu le blog Tourisme, toi ? Ouais. Si, un peu. Ouais. Comment on fait? Parce qu'avec la communauté de proximité, on n'aura jamais quand même le même nombre et surtout le même pouvoir d'achat que ces clientèles internationales. Alors, la problématique qu'on a avec la clientèle de proximité à Val Thorens, c'est que la première ville, le premier supermarché, il est à 40 km. Donc en fait, on compte, aujourd'hui, on dénombre 172 marmottes en clientèle de proximité. Et c'est vrai que ça nous pose problème parce que c'est des marmottes qui aujourd'hui ne savent pas skier, n'ont pas appris à skier. Et si je devais aujourd'hui décrire... Non, pardon. Et qui ont peu de pouvoir d'achat parce que, à part un peu de chocolat, qu'elles mettent. C'est ça, et c'est vrai que depuis l'arrêt du sponsoring par Milka de ces futures championnes, on se trouve avec des problématiques en effet de pouvoir d'achat. Alors, est-ce qu'au niveau de l'équipe de Val Thorens, vous vivez bien de tout ça, le fait de contribuer au réchauffement climatique et d'être finalement dans la profession un peu, pas montré du doigt, mais quand même un tout petit peu? On en a discuté sur un télésiège pas plus tard que la semaine dernière avec Greta de l'Occitanie. Et c'est vrai qu'elle nous disait que pour elle, la possibilité de développer les transports plus doux, comme le train, justement, pouvait l'intéresser pour venir au ski demain. D'accord. Mais alors, quel poids peut avoir une station comme Val Thorens sur le réseau ferroviaire national? Eh ben, nous, Val Thorens, très peu, mais on le voit avec la Compagnie des Alpes qui, encore récemment, a développé avec Travel Ski et acheté, entre guillemets, des trains qui permettent à nos skieurs britanniques de venir directement jusque dans les stations Compagnie des Alpes dans les Alpes. Et donc, on trouve ça très bien parce que ils se substituent, je pense, au pouvoir public et aux sociétés privées de transport, mais en tout cas, ils font bouger les choses dans ce sens. Donc, un des avenirs, ce serait de dire, OK, toujours de la clientèle internationale, mais par contre, moins d'impact sur le climat, quoi, en fait. C'est l'idée. OK. Monsieur le procureur, le témoin est à vous. Pareil, monsieur le président, tout pareil. Je réserve mes éléments pour mon réquisitoire. Alors, maître, je vous laisse le témoin. Je crois que je vais précéder le procureur dans une question. Parce que le procureur manque de courage. Je crois que le procureur se défile. Monsieur le président, je demande d'intervenir. Objection, votre honneur. Laissez-moi poser la question, monsieur le procureur, mais je crois que votre attitude démontre une culpabilité de votre part. Réfléchissez à ça et ensuite vous nous en parlerez. J'ai une question à poser à monsieur Val Thorens est en altitude. Vous avez dit le premier supermarché à 40 km. Est-ce que c'est un facteur d'attractivité pour les clientèles internationales, c'est-à-dire être coupé du monde? Est-ce que, selon vous, c'est aujourd'hui un vecteur d'attractivité, de commercialisation pour les publics que vous visez? Vous disiez tout à l'heure, monsieur le président, que vous accueillez des Américains, vous accueillez des Russes, vous accueillez sans doute aussi peut-être des Chinois. C'est vous qui avez lancé cette mode. Et grâce à vous, les Jeux Olympiques, je le rappelle, les sports d'hiver auront lieu en Chine dans quelques mois. Comment vous avez vécu cette vocation? Et puis, petite réponse à cette question. Comment faites-vous pour transformer ce désavantage profond qui répond dans le fond à tout ce qu'on entend depuis des mois et des mois, le local, la proximité? Comment faites-vous pour que ça devienne un argument de vente auprès des clientèles internationales? Monsieur le Président, je vous rends le micro. Merci, vous êtes bavard. Maître. C'est le rôle de l'avocat. Quelle était la question, monsieur l'avocat?
Eh bien, monsieur, je regrette que... Faites court. Je s'il vous regrette plaît. que votre sagacité ne soit pas à la hauteur de la qualité de mon propos. Je soulignais simplement la distance entre votre station, perdue au fin fond quand même des alpages, et le premier supermarché dont vous disiez tout à l'heure qu'il était à plus de 40 km. Est-ce que cette distance équivaut à un facteur d'attractivité pour les clientèles internationales? Et lorsqu'on parle aujourd'hui de la promotion à destination de l'international, est-ce que c'est pour vous aujourd'hui le seul argument qui vaille pour faire venir de nouveau les clients internationaux? Alors, si je Alors, résume, merci pour cette est-ce question alors, résumée qui en était plus longue que la reformulant, première. Est-ce que les touristes russes en ont quelque chose à foutre d'être à 40 km du casino? Non, absolument pas. Non. Ils viennent avant tout pour être justement perdus dans cette montagne. C'est pour ça qu'on organise des stages de survie en fait auprès de nos clients et on les perd dans la montagne. Alors malheureusement, on en perd vraiment, mais en tout cas, c'est vrai que des clients reviennent. Alors, on fidélise pas sur cette typologie de clientèle parce qu'on ne les retrouve pas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on organise justement ces Il y choses-là. a une bonne couverture presse par contre. Après. Oui, complètement, oui, surtout en local, dans les pages 12 et 14, de 12 à 14 dans les journaux locaux qui sont les avis de décès, on a une très bonne couverture presse. Oui. D'accord. Alors juste avant de laisser la place à monsieur le procureur, qui va être brillant comme d'habitude, je voulais quand même rebondir sur ce témoignage pour interroger le témoin de John Wine. Il y a quand même quelques stations de ski en Occitanie. En Occitanie, on a des villes qui vivent vraiment du tourisme international, comme par exemple Lourdes. Du coup, est-ce que ça veut dire que le CRT Occitanie les abandonne totalement et ne les soutient plus du tout pour retrouver une fréquentation de clientèle étrangère? Ah ben pour Lourdes, c'est foutu. Hein. Nous, Il n'y aura pas de miracle. Ah ben ouais, soit c'est une deuxième apparition, soit on ferme. Hein. De toute façon, nous on l'a dit au patron là, de Lourdes là, qu'on a rencontré l'autre jour. Vous savez quand même, je dis ça sérieusement, mais à Lourdes, un des plus gros business, c'est de mettre des cierges. C'est des gens qui commandent en ligne des cierges et puis on va poser les cierges pour le compte des gens qui les ont achetés. Alors, vous avez des tailles de cierges différentes. Moi, quand j'y suis allé, et je vous promets que c'est vrai, il m'a fait visiter, on l'appelle Monseigneur. Hein, il m'a fait visiter toute la station. Enfin, je ne sais pas si on dit station pour Lourdes, enfin toute la ville, voilà. Et puis on est arrivé dans les cierges. Il m'a dit, bah tiens, comme vous êtes sympa d'être venu, on va mettre un cierge pour le CRT. Alors, mais vraiment, hein, ouais. Et alors il a pris un tout petit cierge, je lui ai dit, Monseigneur, quand même, un plus gros, si vous voulez qu'il se passe des trucs au CRT, quand même, mettez un truc plus gros. Voilà. Le lendemain, c'est le jour où j'ai été viré, donc je l'ai appelé pour lui dire que ça marchait pas très bien, son truc là. Mais, donc voilà, pour Lourdes, vous avez compris, nous on s'en remet à une apparition divine, hein, parce que là je pense qu'il faut monter d'un cran. Et puis pour les stations, bah, c'est un peu comme pour Lourdes, nous on espère qu'il va neiger, mais j'aurais quand même rappelé que les stations pyrénéennes font beaucoup plus de nuitées l'été hein, qu'elles n'en font l'hiver. Donc voilà, on mise sur le vélo, on mise aussi sur les marmottes, parce que je pense que c'est important de dire qu'on peut voir des marmottes, des bouquetins, et ça intéresse finalement beaucoup les enfants des villes qui sont juste à côté des stations de ski. Bien, merci beaucoup à nos deux témoins. Et du coup, monsieur le procureur de la République, je vous laisse la parole. Le pupitre et le micro. Monsieur le Président, merci. Mesdames et messieurs, cher public adoré, ma valise... Ah oui, c'est ça qui fait que je sorte. Attendez, excusez-moi. Ah, la voilà. Elle sera très utile tout à l'heure. Ma valise et mon chien à roulette, français, messieurs les témoins, dont nous apprécions les témoignages argumentés et louables. J'ai cependant entendu que l'on perdait quelques touristes internationaux. Évidemment, si la perte est assumée, tout va bien. A-t-on des nouvelles de monsieur de La Pérouse? Enfin, il me semble que c'est le sujet qui nous préoccupe, monsieur de La Pérouse. Telle la boussole et l'astrolabe, se perdant et s'échouant à Vanikoro, les navires de l'expédition de La Pérouse partis explorer les mers du Sud de manière incertaine et sur deniers publics, les contrées, les marchés potentiels de l'océan Pacifique. Et c'était il y a fort longtemps, monsieur de La Pérouse. En fait, il en est aujourd'hui de même dans le cas qui nous est soumis. Nous, procureurs, avons apporté
à la connaissance de notre public adoré, Monsieur le Président, Monsieur l'avocat, des faits si souvent constatés aux effets si malheureusement connus et répétitifs. En voici l'exposition. D'abord, des chiffres qui traduisent bien la pénible situation que nous avons à charge d'instruire. La France est la 3e destination touristique au monde en termes de recettes. Les États-Unis et l'Espagne engrangent dollars et vendent de castagnettes, alors que nous, Français, regardons notre tirelire avec perplexité. Vous observez, elle est toute petite, la tirelire du tourisme international. Et cela depuis des années. Pourquoi s'échiner à vouloir attirer plus de voyageurs lointains alors qu'ils nous laissent si peu dans les poches? Et son son est faible, son son est faible. Il est l'or, monseigneur. Fin 2019, la France a enregistré 170 milliards d'euros de dépenses de consommation liées au tourisme sur le sol français. Fin 2020, 60 milliards d'euros ont manqué à l'appel, dont 32 milliards pour les voyageurs internationaux. Les pingres, où sont-ils? Et cela malgré un contexte d'action démonstrative de la part de l'OGD. Des moyens de la solidarité nationale au profit du secteur du tourisme pendant la pandémie, alors que d'autres, parmi les OGD de France, n'en démordent pas. C'est de l'international qu'il nous faut. Reprenant et entonnant à leur avantage l'air révolutionnaire célèbre, totalement travesti au détriment du seul vacancier qui compte au regard de l'argent public, le vacancier français, et au profit évidemment du touriste international. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain alors là ma voix n'est pas assez puissante, l'international sera le genre humain. Nous y voilà, l'international. La France est certes la première destination touristique au monde en termes d'arrivée de touristes étrangers. Plus de 85 millions de touristes, certes ébahis par notre génie, mais si coûteux à conquérir pour nos deniers publics. La belle affaire que voilà, mais c'est l'affaire que nous devons instruire. Et nous avons 3 faits d'accusation indiscutables. Enfin, nous pourrons en discuter, monsieur l'avocat. D'abord, des faits de dépenses publiques dites de promotion dans un premier temps. Achat d'espaces publicitaires sur des réseaux sociaux nord-américains qui ne payent pas un sou d'imposition en France et servent à alimenter les grandes oreilles américaines, parfois d'ailleurs qui aident nos impôts par une surveillance généralisée. Achat d'articles de complaisance de journalistes dévoyés. Quel besoin a-t-on de recevoir pompeusement des plumitifs de petite audience et de grande consommation de nos meilleurs crus lorsqu'ils sillonnent nos campagnes? Investissement numérique conséquents et répétés, site web, storytelling, vidéo. Tout ça sans la dépense publique à des fins privatives. Premier grand argument. Des faits de dépenses publiques dites de prospection dans un deuxième temps. Des voyages pour aller rencontrer des professionnels du tourisme dans d'autres pays. À l'heure de la visio, est-ce qu'il est besoin d'aller discuter lointainement? Des participations à des salons professionnels et grand public, suivis de repas et de soirées dispendieuses, ici même dans ces lieux, me dit-on parfois. Des voyages d'études au pays du soleil levant, alors que les notes de frais épluchées montrent que les participants ont largement découché, ratant les rayons frémissants d'un matin levant sur la terre japonaise. Bref, tout ça sans la dépense publique au détriment du peuple français. L'effet de dépenses publiques dites de transformation dans un troisième temps, aménagement de nouveaux espaces de travail pour mieux accueillir les visiteurs, notamment internationaux, appareillage en outils de réservation et de mesure de performance, et puis que tout cela, un système de lobbying pour faire croire à l'importance de la provenance de citoyens d'autres pays dans notre si beau pays, pourtant défiguré par la débauche de mauvais goût issue de ces venues aussi saugrenues qu'intempestives. De telles rencontres payées avec l'argent public alors que des transfuges québécois sont grassement invités pour se régaler de nos buffets. Et bien d'autres désagréments nés de cette sottise de déploiement à l'international. Des sonorités urbaines, des terrasses endiablées, des débordements de stations d'épuration, je m'arrête là, l'encombrement de nos TGV, fleurons de notre industrie, et nos autoroutes parmi les mieux entretenues au monde. Tout cela sans la dépense publique au détriment des finances publiques
française. En d'autres termes, il nous faut également évoquer des déplacements scandaleux de missions de fonctionnaires territoriaux et de salariés aux ordres, des missions de CO2 au départ de France vers des contrées lointaines et aux ressources potentielles imaginaires, et des émissions de mauvais goût quand débarquent ces hardes de consommateurs internationaux débraillés, avançant en croque à la lenteur de compagnies d'escargots sur nos si belles routes de France. Voilà, les faits constatés sont exprimés. Le tourisme français, parce qu'il est une affaire publique, appelant de l'argent public, doit être entièrement tourné vers le public français. Le tourisme a été étrillé. Aujourd'hui, nous sommes bien d'accord, le tourisme de proximité, seul à même d'apporter des bénéfices pérennes et salutaires à nos territoires, à nos citoyens. Voilà, mesdames et messieurs, public adoré, mon chien et ma valise à roulettes, messieurs les témoins, à la fin de mon propos, attendu que l'escroquerie au voyage lointain, la publicité mensongère, l'abandon temporaire de poste, l'opportunisme, la préférence internationale, le fait que l'OGD se sert de l'argent public et de la crédulité d'élus magnanimes, de la duplicité court-termiste de ceux qui font commerce de tourisme et d'une administration esseulée pour accroître sa notoriété et se repaître de saveurs exotiques lors de somptueux voyages qui se terminent généralement fort mal dans les affres inconnues des 40e rugissants engloutissant les équipages de monsieur de La Pérouse. Moi, représentant de l'intérêt public français, vous entendez le son ? J'accuse l'OGD de trahir le peuple français qui a bien droit à la préférence de la séduction touristique dès lors qu'il s'agit de planter les piquets de sa tente à Palavas-les-Flots ou de skier aux Trois Glaciers. Monsieur le Président, j'en ai terminé. Merci, monsieur le procureur. Un discours finalement très actuel. Il me semble qu'on entend beaucoup ça ces temps-ci dans les médias, ce type de son. Donc on voit bien que le coupable est accusé, que l'accusé peut être coupable au niveau de l'OGD. Et peut-être que, maître, vous allez nous démontrer le contraire. Et donc je vous laisse la parole pour votre plaidoirie, que j'espère brillante. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et messieurs les jurés, membres éminents du tribunal, chers collègues, chers amis, chères connaissances de près ou de loin, cher public averti qui saura comprendre que seul mon propos ce matin doit retenir l'attention. Il incombe à l'avocat que je suis d'éclairer le tribunal et d'apporter la preuve de l'innocence de mon client. Qui ici peut supposer qu'un procès cède à la facilité d'un gazetier tel que nous avons pu l'entendre par la voix du procureur? Un messager de ville ragot, le porte-voix de ceux pour qui l'étranger joue forcément une petite musique corruptrice. J'ose rappeler au procureur, ici, qu'un jugement trop prompt est souvent sans justice, comme l'écrivait Voltaire. Je vous rappelle à toutes et tous, et c'est la noblesse de notre justice, que mon client est présumé innocent des crimes dont il est accusé. Monsieur le Président, votre méconnaissance de la loi est crasse. Je vous encourage à étudier un peu le droit. Car de quoi accuse-t-on mon Voltaire client ? et parlez-nous de tourisme, s'il vous plaît. Car de quoi accuse-t-on mon client, Monsieur le Président ? Si la synthèse m'est permise, je résumerai l'acte d'accusation grotesque et fantaisiste que nous venons d'entendre autour de 3 idées. La première, des dépenses publiques par trop dispendieuses. Mais à quoi peut bien servir l'argent public du tourisme ? C'est la question que posait le procureur. Mon client, l'OGD, contribue à diffuser le génie français par-delà les frontières de l'Hexagone et à souffler nos dernières lumières dans un monde où semble régner l'obscurantisme. C'est de la survie de la culture française et de l'attractivité de nos territoires dont il s'agit, d'une lutte quotidienne contre les prosélytes, monsieur le procureur, et les intégristes. Les élus ont voulu, depuis la Révolution française, découper notre belle République en départements,
en communes, puis plus tard avec la succession de régimes et de constitutions en régions et en EPCI. Je n'évoquerai pas ici les contrats de destination devenus incompréhensibles, les spots ou les labels qui, par centaines, sont censés donner une visibilité aux destinations touristiques. Mon client, Monsieur le Président, mon client, l'OGD, n'est nullement responsable de l'incurie de nos dirigeants et du fameux millefeuille à la française. Il souffre de la fameuse maxime « diviser pour mieux régner ». Mon client est structurellement et notoirement sous-doté par les collectivités. Pensez que le budget de promotion internationale de la France est inférieur à celui d'une métropole comme Londres. Pensez qu'au Québec, la patrie de Paul Arsenal, par exemple... Il faudrait rester cohérent avec les chiffres. Pensez, monsieur... La France n'est pas nos GD, Laissez-moi terminer, Monsieur le Président. Laissez-moi terminer, Monsieur le Président. Pensez qu'au Québec, la patrie de Paul Arsenal, l'argent public semble ruisseler par dizaines de millions de dollars pour le moindre projet. Pensez-le. Il l'a même dit tout à l'heure en séance, Monsieur le Président. Non, ne cédons pas aux sirènes nationalistes qui nous enfermeraient aux limites de chacune de nos provinces. Gardons juste raison, et j'en appelle à votre juste raison, vous toutes et tous ici dans le tribunal. Le deuxième axe d'accusation, un goût immodéré des voyages lointains, Monsieur le Président, porte sur le supposé goût... S'il vous plaît, maître, le témoin John Wine me fait remarquer que la marque Paul Arsenal est déposée. Eh bien, pour un avocat, c'est méconnaître le droit d'auteur. Oui, mais écoutez, j'ai un avocat totalement spécialisé sur le sujet, John Wine, et donc nous en reparlerons tout à l'heure. Nous pourrons transiger. Vous savez que c'est à la mode. Bernard Tapie, récemment disparu, a pu négocier avec l'État une petite enveloppe. On essaiera de partager les bénéfices. Je vous remercie, cher John Wine. Arrêtez de me couper, John Wine. Non, mais Monsieur le Président. allez-y. Le deuxième, je vous remercie, Monsieur le Président. Le deuxième axe de l'accusation porte sur le supposé goût immodéré des élus locaux et de leur cohorte de courtisans pour des voyages lointains et onéreux. Mais qui peut encore aujourd'hui écouter pareille fadaise sans défaillir ? Le sieur Perrois reste-t-il lui-même au Pays Basque où il vit pour connaître la France, pour sentir la France ? Mais non ! C'est une vue de l'esprit, monsieur le procureur. Il en est de même pour les professionnels du tourisme. Un territoire doit être vivant, agile, conquérant. Il doit connaître le monde, remplir ses humanités, en somme. Aller au-devant du monde est une obligation, Monsieur le Président, pour l'ensemble des acteurs du tourisme. Que serait un Negresco à Nice ou un Martinez à Cannes sans les visiteurs internationaux? Que serait une ville comme Strasbourg, par exemple, sans les clientèles européennes? Que serait un festival comme Jazz in Marciac sans les musiciens américains qui irradient le Gers de sonorités qui ne rappellent pas seulement le confit de canard? Le goût des voyages ne constitue pas un acte d'accusation recevable. Non, monsieur le procureur. Il fédère nos énergies, contribue à notre humanité. Regardez les Jeux Olympiques de 2024. Repensez à la Coupe du Monde de 1998. C'est par ces événements mondiaux, Monsieur le Président, que la France revit encore et fait société, qu'elle prouve sa grandeur et son génie, qu'elle délivre au monde ses derniers messages universalistes. Le troisième acte d'accusation, des lanternes commerciales long courrier au détriment de nos compatriotes. Mais enfin, soyez sérieux, Monsieur le procureur. Monsieur le Président, faites acte de sagesse. Ce troisième argument porte sur l'opposition qui existerait entre l'étranger, par exemple l'oligarque russe qu'on devine forcément corrompu, ou le milliardaire saoudien qui viendrait dépenser sans compter dans les palaces de notre hexagone, et le Français, dépourvu de tout ou presque et qu'il conviendrait de regarder avec commisération. Mais pas de misérabilisme, que diantre, pas de discours franchouillard. Que le Français se lève. A-t-on jamais lu depuis plus d'une année de grands discours sur le monde d'après, sur notre monde d'après ? Le local, la proximité. La vérité ne viendrait seulement que de nos propres habitants. Mais c'est une France étriquée que vous dessinez là. Une France qui ferme ses frontières, qui clôt sa culture, qui vit en autarcie.
Je ne dirais pas comme d'autres visiblement plus experts que ce monde rappelle celui des Amish, mais gardons foi en ce qui fait notre culture, en notre droit. Ayons la force, il nous reste le droit, comme l'écrivait Victor Hugo. Les discours écolos, bobos, humanistico décroissants comme celui de M. Perrois, ruisselant de bons sentiments, me semblent déplacés dans un tribunal. Ce ne sont pas les bons sentiments qui font la justice, mais c'est le droit, Monsieur le Président. Ce ne sont pas les envolées évanescentes qui vont racheter les émissions de gaz à effet de serre, Monsieur le Président, mais c'est la vérité qui doit triompher dans ce tribunal. Je plaide la volonté de franchir les océans, de rencontrer la diversité. Je plaide la France des Lumières, la France généreuse, la France qui fait entendre sa voix partout dans le monde. Je plaide la France de nos deux témoins, pas celle d'un monde rabougri, recroquevillé, apeuré, ratatiné, ramassé. Non, je plaide notre vieux pays comme contre-modèle au conservatisme. Je plaide parce qu'on n'avance jamais en reculant. Monsieur le Président, je crois, comme tout avocat, en l'intelligence collective. La justice doit être cultivée pour elle-même, écrivait Cicéron. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, je vous rappelle le mot de Voltaire. Le premier devoir d'un magistrat est d'être juste avant d'être formaliste. Ne condamnez pas un innocent, faites simplement respecter le droit. Je requiers l'acquittement pour l'OGD. Merci maître, c'était bien écrit. C'était bien écrit, c'était pas très convaincant, beaucoup de formules, beaucoup de citations, enfin, qu'ont à faire dans les salons internationaux, Voltaire et Victor Hugo, je le demande. Alors, avant de passer à la peine qui sera prononcée contre l'OGD, s'il est coupable, c'est vrai, s'il est coupable, on a un moment pour le voir. Soyez impartial, Monsieur le Président. Comme tout le monde peut s'exprimer dans un tribunal, mesdames et messieurs les jurés, quiconque veut prendre la parole en faveur de l'OGD dans ses actions de promotion internationale le peut, ou en défaveur de l'OGD. N'ayez crainte, le procureur ne plaidera pas contre vous. N'a pas d'avis. Et on peut par contre proposer aux témoins quand même un dernier éclairage individuel, puisqu'on a bien vu que le citoyen John Wayne avait totalement délaissé les acteurs du tourisme occitan d'action de promotion internationale, alors que le citoyen Loubert continuait à arpenter l'international pour aller y chercher de futurs skieurs. Pour être honnête, totalement, je vous exagère un peu, Monsieur le Président. En fait, je passe mes week-ends à Lourdes à mettre des cierges pour espérer que les clientèles étrangères viennent sans qu'on voit que le CRT Occitanie ait engagé des actions pour les faire venir. C'est très, très, très compliqué hein, à faire. Vous parliez tout à l'heure des schizophrénies, c'est même un petit peu ça, parce que il nous faut un peu de teuton quand même hein, sur la plage occitane, qui serait Palavas ou la Grande Motte sans les grands blonds allemands et hollandais. Donc voilà, on est très discret sur les actions, mais sur le fond, vous avez tout à l'heure cité les ADT qui engagent un certain nombre d'actions. On pourrait citer les tours opérateurs aussi que nous soudoyons discrètement hein, pour faire venir ces clientèles étrangères. Mais tout ça, voilà, il ne faut pas que ça se voie. Vous avez compris le sens. En somme, vous avouez que l'OGD est en fait assez incurable. Même avec un vernis durable, etc., il continue quand même à espérer secrètement le milliardaire russe. C'est la théorie du grand remplacement dont je vous parlais tout à l'heure. Donc peut-être que les choses politiquement vont changer bientôt et que nous serons éclairés par un nouveau guide sur cette problématique-là. En attendant, voilà, on fait au mieux. Et n'ayant pas encore trouvé des solutions et des réponses à cette théorie, nous agissons discrètement dans l'ombre. Ça ne va pas aller dans le sens de ma clémence pour l'OGD. Monsieur Loubert. Pour rejoindre John Wayne, nous aujourd'hui, en effet, il faut qu'on fasse venir de la clientèle internationale. Aujourd'hui, on se rend vraiment compte dans tous les outils avec lesquels on s'équipe que les marmottes ne suffisent plus. Donc c'est vrai qu'on est obligé d'envoyer des personnes pour justement
des chauffeurs de bus en fait, qui vont chercher de la clientèle étrangère et qui reviennent en bus. Alors le trajet est un peu long hein, puisque Pékin-Val Thorens, on est quand même sur 46 heures sans compter les arrêts. Et donc en fait, on a trouvé ce moyen de créer de la clientèle internationale justement. Donc il faut prévoir quand même pas loin de 3 mois de séjour pour faire une piste de ski avec le trajet, mais en tout cas c'est des idées en tout cas de promotion pour justement réduire les frais et pas trop dépenser d'argent public. Ah ben voilà, c'est une idée intéressante. Si plus personne ne veut s'exprimer, il me revient d'apporter un jugement sur cette affaire. C'est un grand plaisir d'ailleurs de pouvoir décider moi tout seul. Donc il apparaît dans cette affaire largement que l'OGD est coupable. Coupable de dépenser trop d'argent public, coupable de trop voyager, coupable d'avoir une efficacité limitée sur la clientèle internationale. Mais par contre, il a des circonstances atténuantes qui ont été démontrées. Notamment le fait que l'éducation populaire impliquerait le fait de découvrir le masse de monde pour faire ses humanités, nous a dit Maître Duthon. Donc on peut bien admettre certaines circonstances atténuantes, mais il ne pourra pas continuer comme cela. On ne pourra plus continuer un peu partout à aller courir le vaste monde pour faire de la promotion internationale, surtout qu'il est couramment admis que si les clientèles internationales... La grande majorité de l'audience s'en va à votre plaidoirie quand même. Il faut le remarquer. C'est un jugement. Mais la moitié de la salle se vide. Oui, mais parce qu'ils ont peur d'entendre la vérité. Ils sont eux-mêmes concernés. Donc évidemment, ils aiment mieux s'enfuir avant. Peut-on affirmer, Monsieur le Président, que ce n'est pas un tribunal des flagrants défis, mais c'est un tribunal des flagrants dénis du tourisme? C'est un tribunal des flagrants défis et vous allez le voir. Puisque donc, disais-je, les clientèles internationales, si elles veulent revenir, elles reviendront, qu'il y ait une campagne de promotion à l'international ou pas. Cela, nous le savons. En foi de quoi, et en vertu de moi, et des pouvoirs qui me sont conférés, le coupable étant reconnu accusé, je le condamne à un défi, oui, puisque c'est donc le tribunal des flagrants défis, et donc l'OGD. Et quand je condamne l'OGD, nous condamnons chaque représentant d'OGD, est condamné à lire tous les billets, articles, publications et écrits du professeur Guillaume Cromer, et notamment d'apprendre par cœur sa théorie du donut. Vous savez, ce petit beignet, voilà, c'est un beignet, voilà, un beignet américain qui montre le cercle écologique qu'on ne peut pas dépasser pour arriver à nos objectifs en termes d'équilibre de carbone. Et donc, de lire tous ces billets et surtout d'apprendre et de comprendre sa fameuse méthode de calcul pour qu'il arrive au nombre de 30 millions de touristes internationaux en 2030, objectif pour respecter les projections les plus élémentaires en termes de protection de l'environnement. Donc voilà la condamnation qui est aujourd'hui proférée dans ce tribunal. Merci monsieur le procureur, merci maître, merci messieurs les témoins et merci à vous. Bon appétit.